à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver car le Club de Bip fait sa rentrée et j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir Jacques qui est le président du Ciné-Club de la Châtre. Bonjour Jacques. Bonjour Sarah. Voilà une nouveauté pour le cinéma luxe de la Châtre, ce Ciné-Club. Alors vous allez nous expliquer un petit peu comment il est né, ce Ciné-Club. Eh bien, à travers déjà l'association Théâtre et Cinéma de la Châtre, qui est en place depuis presque un an. Et on a voulu diversifier le cinéma luxe en proposant bien sûr les films actuels, les films commerciaux, d'autres films moins connus, et donc créer un ciné-club qui permettrait de passer des cycles de plusieurs films et de faire découvrir des films difficiles à voir, qui font partie de notre patrimoine, qui ont un intérêt cinématographique incontestable et aussi un intérêt historique, puisqu'on va passer des films français. Le premier cycle sera consacré à des films français. 4 films. Donc, difficile de faire un choix parce qu'on avait tous des idées et on en aurait passé 10 fois plus. Mais on a sélectionné 4 films qui font véritablement partie de l'histoire du cinéma et de l'histoire du cinéma français. Voilà, des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre, on peut dire, 4 chefs-d'œuvre absolus. Ouais. C'est ça, mais c'est ça. C'est une très très bonne idée, ça. Oui, je pense que c'est une bonne idée et surtout une occasion très rare, voire unique, de voir ces films-là en salle. C'est ça, ouais. Copie restaurée, bon, bien sûr les versions les plus complètes possibles, copie restaurée, et de les proposer donc dans des conditions formidables. Bien sûr. Ça change de la télé, des copies un peu fatiguées qu'on voit à la télé. Là, on aura vraiment des copies restaurées sur grand écran. C'est une occasion unique. Absolument. Et donc, vous êtes combien dans Ciné-Club ? Alors dans le ciné-club, on est 4 personnes, 4, bon 5, après d'autres personnes évidemment peuvent donner leur avis, mais on est un petit groupe comme ça au sein de l'association qui lance cette nouvelle initiative. Et je crois savoir que vous connaissez parfaitement bien ce cinéma, puisque vous y êtes allé de très nombreuses fois. Ah oui, à titre personnel, oui, ouais. Moi depuis très très longtemps. Oui. Depuis tout petit ? Depuis tout enfant, j'ai eu la chance d'aller dans le cinéma de la Châtre, dans d'autres aussi, mais bien sûr celui de la Châtre, puisque j'habitais à quelques centaines de mètres, donc de profiter de tout ce qui sortait à l'époque, d'aller voir un peu tout et n'importe quoi pendant des années et des années et des années. Oui. Très bien. Bon, on va aborder tout de suite ce cycle avec donc Le jour se lève de Marcel Carné. C'est ça. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire ? L'histoire en elle-même, elle est assez simple. C'est d'aborder, le premier film aborde un peu le genre du film noir, même si ce n'est pas vraiment le terme qui correspond pour un film français, mais enfin on est un peu dans cette ambiance-là, puisque ça raconte un peu l'histoire d'un truand qui a commis un meurtre et qui se retrouve piégé dans un immeuble, dans un bâtiment encerclé par la police, qui n'a pratiquement donc aucune chance de s'en échapper, et qui va donc se remémorer au cours de cette nuit d'attente, de cette nuit d'angoisse, son passé, sa vie, sa rencontre avec une femme, et faire le bilan de sa vie qui est finalement assez courte, mais qu'il sait absolument sans aucune issue. Donc avec Arletty et Jean Gabin, donc Jean Gabin qui joue le rôle principal du film. Voilà. Vous me disiez que vous n'avez jamais vu un film avec Jean Gabin au cinéma. Alors à titre personnel, je n'en ai jamais vu un en salle, même les classiques des années 60-70, je n'ai pas eu cette chance-là, non. Ouais, donc là, c'est vraiment une grande chance d'aller voir ces films. Surtout de commencer par celui-là, qui est un film très, très intéressant pour plusieurs sujets et qui a véritablement, en plus, un attrait historique, puisque c'est le Paris des années 30, juste avant la guerre. Donc on est vraiment dans un aspect à la fois cinématographique et aussi historique. Eh bien, on va regarder tout de suite un extrait, Jacques. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous guettez tous? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou? Il va se foutre par la fenêtre? Qu'est-ce qui se passe? Il est à sa fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Je suis pas une bête curieuse, moi. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous attendez que je saute? Ah! Un assassin reste intéressant, un assassin. Je suis un assassin. Mais oui, je suis un assassin. Mais les assassins, ça court les rues. Il y en a partout. Partout, tout le monde tue. Tout le monde tue un petit peu seulement. On tue en douceur, alors ça se voit pas. C'est comme la sable, c'est en dedans. Là, en dedans. Alors foutez le camp. Foutez le camp, allez-vous-en.
chez vous, vous lirez ça dans le journal. Ça sera imprimé, tout sera imprimé, tout. Et puis vous le lirez, et puis vous le croirez. Parce que dans les journaux, on raconte tout. Hein? Ils sont bien renseignés, les journaux. Allez, foutez le camp, allez, vous allez attraper froid. Dépinez-vous. Laissez-moi seul. Tout seul, vous entendez? Je demande rien à personne, moi je veux qu'on foute la paix. La paix. Allez, dépinez. Oh, les cris. Laissez-moi tout seul, puisque je suis tout seul. Regardez-moi seulement maintenant. François! Oh, je suis fatigué, laissez-moi. François! Et j'ai plus conscience. C'est fini, vous entendez? François, t'obstines pas, ça sert à rien. Il y a des gens qui ont tué déjà, ils en sont pas morts. Descends, on verra après. Eh, dites donc les gars, il y a une place à prendre. Une bonne petite place, un bon petit boulot. Avec des heures supplémentaires. Alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Un bonheur, là, tout un petit bonheur. Hein? François, tu devrais sortir, ça s'arrangerait. Quoi, François? Quel François? Il y en a plus de François, je connais pas, il y en a plus de François nulle part. Alors laissez-moi, foutez-moi la paix, allez-vous-en. Foutez-moi la paix. François, on te connaît, t'es un bon gars, ne t'obstine pas, on parlera pour toi. Allez, descends, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Il y a des ordres. Voilà pour ce film réalisé en 1939 avec un très beau Jean Gabin. Voilà. Les particularités donc, de ce film, hein, c'est les flashbacks. Hein. C'est ça. Ce qui n'était pas très courant à l'époque, pas plus dans le cinéma américain, mais le cinéma français était un cinéma qui racontait les histoires plutôt de façon linéaire, traditionnelle, avec le début et la fin. Et là, on a plus de flashbacks qui permettent de raconter la vie du protagoniste avant qu'il soit cerné par la police et qu'il ne puisse plus s'échapper. Allez, on va aborder le deuxième film, c'est La règle du jeu de Jean Renoir. Voilà. Un film aussi également sorti en 1939. C'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu l'histoire. L'histoire va concerner beaucoup de protagonistes. C'est un pilote d'avion qui vient de réussir un exploit, qui se pose au Bourget et qui va se retrouver invité dans une sorte à passer quelques jours dans un immense château où il va retrouver beaucoup de protagonistes qui vont s'affronter, se déchirer, un peu comme sur une scène de théâtre, au milieu de la campagne, autour d'une partie de chasse. Et il va y avoir beaucoup d'histoires de sous-intrigues avec des différents protagonistes entre les châtelains, donc plutôt les gens assez aisés, qui vont recruter un garde-chasse, qui lui donc est plutôt quelqu'un de plus simple, et qui vont se retrouver confrontés à des histoires entre des hommes et des femmes, et qui vont se retrouver aussi confrontés à la mort de quelqu'un sur la fin du film. Et c'est un film qui est intéressant par ces nombreux protagonistes qui vont s'entremêler dans le château, par une magnifique photographie. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans la campagne, donc beaucoup de scènes en extérieur. Il y a peu de scènes en studio, si ce n'est les scènes dans le château. Donc le film se passe beaucoup à l'extérieur, il y a beaucoup de scènes de chasse, beaucoup de scènes nature, avec une sorte de brouillard, de brume qui donne un aspect singulier au film, et qui, pareil, vont retranscrire une époque qui n'existe plus, avec tous ces protagonistes qui se retrouvent dans cette sorte de huis clos dans un château. Très bien, on va regarder la bande-annonce tout de suite. L'amour dans la société, c'est l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien, mais c'est à cause des ennuis. À qui le dis-tu? Si elle apprend la vérité, ce ne sera pas de notre liaison qu'elle vous en voudra. Elle lui aura menti depuis le début de votre mariage. Je le sais bien. Si vous êtes là, mon mari s'occupe de vous. S'occupe un peu moins de moi. Et ce moment-ci, ça m'arrange. Je l'aime. Si je ne la revois pas, je crèverai. Une belle pèlerine, hein, c'est chaud. Et garantie imperméable. Ah oui? Oui, mais ça n'avantage pas. L'amitié avec un homme? Ah, autant parler de la lune en plein midi. Je vais vous
monsieur. Essayez donc, monsieur. Mademoiselle, je vous en prie, lâchez-moi, vous me mettez dans un état d'infériorité. On a une époque où tout le monde ment. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, on mente pas aussi? Voilà un chef-d'œuvre qui aura inspiré de nombreux réalisateurs. On va passer au troisième film, Le Corbeau. Alors celui-ci, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Ah, Le Corbeau, oui, il y aurait autant sur le plan de l'histoire que sur le plan de l'époque où il a été tourné, puisqu'il a été tourné sous l'occupation. Ouais. Un film produit par la Continentale, donc par les Allemands, hein, qui était complètement contrôlé par les Allemands, et qui laisse malgré tout passer un message incroyable sur la délation, sur la manipulation, sur la surveillance des autres, à tel point qu'on se demande encore aujourd'hui comment un tel film a pu être produit pendant l'occupation, puisqu'il dénonce exactement tout ce qui se passait à l'époque. Et c'est un film vraiment, dans ce sens-là, sur le plan historique, qui est assez incroyable. Et pourtant, le film ne fait aucune allusion à l'occupation. Hein. On ne situe pas l'histoire pendant l'occupation. Ça aurait très bien pu se passer avant ou après la guerre. Ça n'a aucune importance. Mais le message, le sous-entendu du film est tellement flagrant, tellement important, que malgré tout, le film est passé comme ça. Il vaudra après des ennuis à Henri-Georges Clouzot, parce qu'il sera, par certains autres metteurs en scène et par d'autres personnes, un peu mis sur la touche à cause de ce film-là qu'il va tourner, le seul qu'il va tourner pendant l'occupation. Et ça lui vaudra des problèmes après, au moment de la libération. Il arrivera bien sûr à rebondir après avec les autres chefs-d'œuvre qu'on lui connaît, mais il aura un peu de mal. Mais c'est vraiment un film très 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 intéressant. Aussi une magnifique photographie noir et blanc, avec qui joue énormément sur l'ombre, la lumière, comme on en parle dans le film, et puis qui aborde des sujets de société tels que l'avortement, des choses comme ça, qui étaient véritablement à l'époque pratiquement personne ne parlait de ça. C'était très 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 secret, personne n'abordait le sujet aussi de façon aussi brutale, avec des scènes très choquantes pour l'époque, aussi bien parce que ça se passe dans un hôpital, donc il y a vraiment un côté très froid, très, très glacial, très médical, et puis le côté, évidemment, le côté lettre anonyme, le côté corbeau, puisque le corbeau, évidemment, vient de ces lettres anonymes qui vont déferler chez les habitants. Et je vous propose de regarder la bande-annonce. Votre maîtresse. On voudrait maintenant que je sois obligée de vous écouter. J'ai reçu une lettre anonyme, moi aussi. Tu es au mieux avec Germain l'avorteur. Je te conseille de cultiver cette relation. Tu en auras peut-être besoin si ta fille Jeannette continue à passer des heures entières dans le bureau de ton médecin-chef. Malheureusement pour vous, je viens de la pharmacie. Toutes les ampoules prescrites sont portées comme sorties. J'ignore si vous les employez à votre usage personnel ou si vous les revendez, mais il faudrait les retrouver avant demain matin. Fayol a reçu une lettre. Bah, ce qu'il y a de plus grave, c'est que j'en ai reçu une, moi aussi. Et pourquoi plus grave? Parce que je suis un homme public, monsieur Fayol. Tu crois que je ne te connais pas? Tous nos locataires, tous il te les a fallu. Sauf le boy scout et le vieux Frochard. Et encore, je suis pas sûr du boy scout. Heureusement que ce matin, j'ai reçu une lettre qui m'a ouvert l'œil. Quelle lettre? Celle-ci. Quoi? Vous vous levez à l'instant et vous avez déjà les doigts tachés d'encre. À l'assassin anonyme, il fallait du sang. Oiseau de sang, oiseau noir, corbeau. C'est elle le corbeau. C'est faux. C'est une note. C'est vous que j'avais mis la lettre. Moi, mais
Voilà, malheureusement, on n'a plus le temps de parler. Il y avait aussi Le Diable boiteux sur le cycle. Hein. On n'a plus le temps, mais on invite vraiment les téléspectateurs à se rendre au cinéma Le Luxe à La Châtre pour aller voir, peut-être commencer par le 24 septembre, le jour se lève. Absolument. 20h30, un mardi soir. C'est parfait. Venez nombreux. Après, il y aura un petit débrief, un petit débat, une petite discussion autour d'un verre pour les passionnés de cinéma. Merci Jacques d'être venu nous voir. Merci Sarah.